La plupart des familles se disputent à propos de politique à Thanksgiving. Ma famille s'est disputée à mon sujet. Plus précisément, sur le peu de choses que j'avais accomplies, sur le fait que j'étais toujours locataire, sur la façon dont ma sœur avait tout fait correctement, et moi, tout de travers. Mon père l'a dit assez fort pour que tout le monde l'entende. 14 personnes à cette table, et pas une seule d'entre elles n'a pris la parole pour me défendre. C'est très bien ainsi. Je n'avais pas besoin d'elle. Car la vérité, quand on vous a sous-estimé toute votre vie, c'est celle-ci, personne ne vérifie quelle carte vous avez en main, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Bienvenue à nouveau sur Calm Drama Story. Servez-vous quelque chose de chaud, installez-vous, et n'oubliez pas, chaque personne dans cette histoire a eu la chance de bien se comporter. Ils ont simplement fait le mauvais choix. Laissez un commentaire, et assurez-vous de vous abonner. Vous allez vouloir rester pour celle-ci. Le matin de Thanksgiving, je me tenais dans ma cuisine, et j'ai fait ce que je fais toujours, avant de voir ma famille. J'ai fermé mon ordinateur portable. La feuille de calcul sur l'écran affichait les revenus locatifs de novembre, pour 4 immeubles. 24 appartements, tous payés. Je n'avais plus besoin de regarder les chiffres, mais je les vérifiais chaque soir, comme certaines personnes vérifient que leur porte est bien verrouillée. Une vieille habitude. Réconfortante. J'ai enveloppé le gratin de patates douces dans du papier aluminium. La recette de ma grand-mère. Beurre noisette et noix de pécan. Une pincée de poivre de Cayenne, que personne ne devinait jamais. La cuisine sentait la cannelle et le caramel. Et le soleil de fin novembre, passait par la fenêtre, à cet angle si bas, qui donne à chaque chose la couleur du miel. Mon appartement en copropriété était calme, propre, sans rien d'extravagant. Un canapé gris, des étagères avec de vrais livres, une table de cuisine où je dînais chaque soir. Si vous y étiez entré, vous auriez pensé qu'une institutrice vivait là, ou peut-être, une comptable. Vous n'auriez jamais imaginé que la femme qui possédait cet appartement possédait aussi l'immeuble à l'autre bout de la ville, celui avec l'auvent bleu, et la boîte aux lettres fissurée dans le hall. Mais nous y reviendrons. J'ai pris mes clés sur le comptoir. Une Honda CR-V, vieille de 8 ans, qui roulait encore très bien. J'ai coincé le gratin sous un bras, vérifié mon reflet dans le miroir du couloir, pull simple, jean, cheveux tirés en arrière, et j'ai verrouillé la porte derrière moi. Chaque Thanksgiving, je me disais la même chose. Cette année serait différente. Cette année, mon père me demanderait comment j'allais, et attendrait réellement la réponse. Cette année, ma mère prononcerait mon prénom, sans le faire suivre immédiatement par celui de ma sœur. Et chaque année, je me trompais. J'ai pris mes clés, mon gratin, et ce qu'il me restait de patience. Ce ne serait pas suffisant. Et si vous avez déjà été la personne dont personne ne prend de nouvelles à table, vous savez déjà ce que je vais dire. Dans la famille Everett, il y avait 2 types de filles. Celle dont mon père parlait, et celle par-dessus laquelle il parlait. Paige avait 3 ans de moins que moi, mais on la présentait toujours en premier. Au pique-nique de l'église, au barbecue de mon oncle, à chaque réunion de famille dont je me souvienne. Voici Paige. Elle est en préparation pour des études de médecine. Puis, une pause. Et voici Enid. Pas de qualificatif, pas de verbe, juste mon prénom, suspendu en l'air, comme un manteau que personne ne voudrait réclamer. Mon père, Harold, avait un système bien à lui. Il demandait à Paige, « Que as-tu accompli ce mois-ci » d'une voix chaleureuse, fière, en se penchant en avant sur sa chaise. Puis, il se tournait vers moi, « As-tu trouvé un travail, finalement » Et ce, même quand j'avais un travail, même quand j'avais le même travail depuis 3 ans. Ma mère, Judith, ne le corrigeait jamais. Elle se contentait de hocher la tête. Judith Everett pourrait hocher la tête à travers un tremblement de terre. Elle a hoché la tête, quand Harold a accroché la photo de remise des diplômes de Paige dans le salon. Le grand cadre, sur le mur central, avec le crochet en laiton. Elle a hoché la tête, quand il a rangé la mienne dans le tiroir du bureau. On lui trouvera une place, avait-elle dit. C'était il y a 11 ans. Le tiroir n'a toujours pas été ouvert. Je me souviens de l'odeur de l'eau de Cologne Allspice d'Harold, qui s'imprégnait dans les coussins du canapé. Du tic-tac de l'horloge comptoise sur la cheminée. Et de la façon dont notre salon semblait toujours trop chaud de 5 degrés,
parce qu'Harold maintenait le thermostat à 23 degrés Celsius, et que personne n'avait le droit d'y toucher. Je n'ai pas toujours été silencieuse. Il fut un temps où j'ai essayé de m'exprimer. C'est là que j'ai appris la règle. Laissez-moi vous dire une chose, sur les familles qui ont des préférences. Le favori ne sait jamais qu'on l'utilise comme une arme. Et la cible, elle, ne l'oublie jamais. J'ai acheté mon premier immeuble à 25 ans. Il comptait 2 appartements, un toit qui fuyait, et bénéficiait d'une approbation 0 de la part de mon père. C'était un duplex sur Maple Court. Le bardage était fatigué, le porche avant s'affaissait en son centre, et la cour était remplie de pissenlits, que les voisins faisaient semblant de ne pas voir. J'ai utilisé un prêt garanti par l'État pour les primo-accédants. J'ai versé en acompte toutes mes économies depuis l'université, et j'ai emménagé dans l'appartement de gauche. J'ai loué celui de droite à une employée des postes à la retraite, nommée Dolores, qui payait alors chaque mois, et laissait des biscuits sur le pas de ma porte à Noël. Je l'ai annoncé à Harold, lors du dîner dominical. J'étais fier. 25 ans. Ma première propriété. J'avais signé les papiers moi-même. Il a posé sa fourchette. Un duplex. Il a dit ça, avec le même ton qu'on utiliserait pour dire une éruption cutanée. Ce n'est pas une vraie maison, Enid. C'est un logement de départ, pour ceux qui n'ont pas les moyens de s'offrir une vraie maison. Je n'ai pas argumenté. Je suis rentré chez moi ce soir-là, je me suis changé pour mettre des vêtements de travail, et j'ai passé 3 heures à réparer le robinet de la salle de bain, dans l'appartement de Dolores. La clé à molette n'arrêtait pas de glisser. Je me suis écorché les jointures 2 fois. Et l'odeur de la pâte à joint fraîche me brûlait les narines. Mais quand l'eau a coulé clair et que le goutte à goutte a cessé, je me suis assise sur le sol de la salle de bain, et j'ai écouté le silence. Un silence qui m'appartenait. Le premier chèque de loyer que Dolores m'a remis, était de $1200. Je ne l'ai pas encadré, mais j'ai gardé le talon dans une boîte à cigares, sur ma commode. Pas pour l'argent. Mais parce que c'était la preuve, que quelque chose que j'avais construit de mes propres mains, avait de la valeur. Même si la seule personne à y croire, était une femme de 70 ans, qui avait un petit penchant pour les biscuits. Je n'avais pas besoin que mon père comprenne les taux de capitalisation, ou les rendements sur les flux de trésorerie. J'avais juste besoin qu'il arrête de parler, assez longtemps pour que je puisse travailler. Ce premier chèque de loyer était de $1200. À mes 30 ans, il y en aurait beaucoup d'autres. La dernière fois que j'ai parlé de mes propriétés à ma famille, c'était il y a 11 ans. Laissez-moi vous dire pourquoi ce fut la dernière fois. J'avais 27 ans. Je venais de conclure l'achat d'un immeuble de 4 logements sur Birch Street. 4 appartements, une structure solide, des locataires déjà en place. J'étais excité. Le genre d'excitation que vous ressentez, lorsque vous creusez depuis des années, et que vous tombez enfin sur quelque chose de solide. Alors, j'en ai parlé pendant le dîner. J'ai acheté un autre immeuble, ai-je dit. D'un ton décontracté, comme si ce n'était rien. Harold a posé son verre. Qui te finance? Personne. C'est à moi. Tu ne peux pas faire ça toute seule, Enid. Judith est intervenue avant même que je puisse répondre, peut-être devrais-tu aider Paige à acheter sa première maison, au lieu d'encaisser les loyers d'inconnus. Paige, assise de l'autre côté de la table, a souri dans son verre de vin. Après le dîner, je portais des assiettes vers la cuisine, quand j'ai entendu Paige chuchoter, à notre cousine Megan, dans le couloir, elle a sûrement un type qui la finance. Tu connais Enid. Elle n'a jamais rien fait par elle-même. J'ai tout entendu. Chaque mot. Les assiettes dans mes mains n'ont pas tremblé, mais quelque chose en moi s'est brisé. J'ai conduit pour rentrer chez moi sous la pluie ce soir-là. Je me suis assise sur le parking de mon immeuble de 4 appartements, pendant 20 minutes. À regarder l'eau couler sur le pare-brise. Les lampadaires donnaient à chaque gouttelette, la couleur d'un thé léger. Les essuie-glaces étaient éteints. Je suis juste restée assise là, et j'ai pris une décision. Je ne leur dirai plus jamais rien. Pas par honte. Pas par goût du secret pour le secret. Mais parce que partager mon succès avec cette famille, c'était comme offrir un cadeau à quelqu'un, et le regarder s'en servir pour vous frapper. Les gens pensent que le silence est une faiblesse. Mais c'est qu'ils n'ont jamais vu une femme silencieuse bâtir un empire.
pendant que tout son entourage était bien trop occupé à parler pour le remarquer. Je me suis assise sur ce parking pendant 20 minutes. Et quand j'ai finalement pris la route, j'ai pris une décision qui allait tout changer. Je ne leur dirai plus jamais rien. Bearwood Property Group. C'est le nom qui figure sur le bail. Pas Enid Everett, pas LLC et déception de papa. J'ai déposé les documents de création d'entreprise un mardi après-midi en mars, assise à ma table de cuisine, avec une tasse de café noir, et un ordinateur portable rempli de signets, vers le site web du registre des sociétés. Le nom m'est venu des bouleaux, Birch Trees, dans la rue où j'avais acheté l'immeuble de 4 appartements. Rien de personnel. Rien de traçable. C'était bien là le but. J'ai engagé Sterling Management, pour gérer le quotidien. Les appels des locataires, les demandes d'entretien, la collecte des loyers. Mon nom n'apparaissait sur aucune boîte aux lettres, aucune pancarte, aucune facture. Si vous louiez chez Bearwood, vous aviez affaire à Sterling. Si vous aviez affaire à Sterling, vous n'entendiez jamais le nom d'Everett. Au cours des 8 années suivantes, j'ai acheté 2 autres immeubles. Un de 6 appartements sur Orcharlan, un de 8 appartements sur Franklin. Chaque achat était financé par le précédent. Les bénéfices des loyers étaient réinvestis dans les acomptes. Les réparations payées avec les réserves. Pas d'argent familial. Pas de faveur. Pas de cosignataire. Juste des mathématiques, et de la patience. À 35 ans, j'avais 24 locataires. Je gérais tout depuis une application sur mon téléphone. Un tableau de bord qui suivait les paiements de loyer, les tickets d'entretien, et les renouvellements de baux. Chaque soir à 22 heures, le téléphone brillait d'une lumière bleue dans ma chambre sombre, avec un léger hupping. Le résumé quotidien. Les unités encaissées. Les soldes impayés. Ma vie, vue de l'extérieur, semblait être la même. Une Honda CR-V, des vêtements achetés chez Target, et le gratin de patates douces à Thanksgiving. Et je ne m'affichais pas avec mon argent, parce que l'argent n'était pas le but. Le but, c'était les immeubles. Le but, c'était de savoir que chaque mois, 24 familles rentraient chez elles, dans un endroit que j'avais construit. À 35 ans, j'avais 24 locataires. L'un d'eux, à partir d'il y a 3 ans, était mon père. Il ne le savait simplement pas encore. Mais cette partie de l'histoire, comment Harold Everett s'est retrouvé à louer à sa propre fille, mérite son propre chapitre. Il y a 3 ans, mon père a fait une chose qu'il avait juré de ne jamais faire. Il est devenu locataire. Harold avait été chef de chantier, pendant 29 ans. Il portait parfois ses bottes à embout d'acier, pour dîner. Il parlait des murs porteurs, de la même façon que les autres hommes parlaient de football. Il avait été propriétaire de sa maison pendant 30 ans. Une maison de style colonial sur Ridgemont, avec un mât de drapeau dans la cour avant, et une hypothèque qu'il ne mentionnait presque jamais. Puis, l'entreprise s'est restructurée. Harold avait 61 ans. Ils ont appelé ça retraite anticipée. Il a utilisé ce terme lui aussi, avec tous ceux qui posaient la question. Mais j'ai vu les documents de licenciement, sur le comptoir de Judith, un dimanche. Les bords étaient déchirés, là où il avait ouvert l'enveloppe trop vite. Le chiffre qui y figurait, n'était pas un chiffre qui disait « Nous apprécions vos années de service ». C'était un chiffre qui disait « S'il vous plaît, partez discrètement ». Il ne pouvait pas garder la maison. L'hypothèque était toujours d'actualité. Et la fierté d'Harold ne lui permettait pas d'admettre que ses calculs ne fonctionnaient plus. Ils ont vendu. Judith a trouvé une annonce pour un appartement de 2 chambres dans un immeuble bien entretenu sur Cedar Street. Un hall propre, un parking correct. Géré par Sterling Property Service. Sterling travaillait pour moi. La notification est apparue sur mon téléphone, à 9h47 un mercredi matin. Nouvelle demande, Harold et Judith Everett, appartement 4B. Je l'ai fixé pendant 5 minutes. Puis, j'ai posé le téléphone, et j'ai laissé le système faire ce que font les systèmes. Demande examinée. Historique de crédit vérifié. Bail signé. Aucune intervention. Aucune réduction. Le prix du marché. 1850 $ par mois. Chaque mois par la suite, Harold a signé un chèque à l'ordre de Sterling Property Service.
Sterling l'a déposé sur le compte d'exploitation de Beerwood. Et Beerwood m'appartenait. D'après mon expérience, les gens qui font honte aux autres d'être locataires, sont toujours ceux qui sont le plus terrifiés, à l'idée de le devenir eux-mêmes. Et chaque mois depuis lors, le chèque de son loyer est versé sur un compte portant mon nom. Il le signe, Harold Everett. Je le dépose en tant que Beerwood Property Group. Certains d'entre vous connaissent ce sentiment. Le moment où vous réalisez que votre père ne vous déteste pas pour ce que vous avez fait. Il vous déteste pour ce que vous n'avez pas fait. Page possède 3 maisons. C'est ce qu'Harold disait à tout le monde. À l'église, à la quincaillerie, au barbecue du 4 juillet de l'oncle Gene. Page est une investisseuse immobilière. Il le disait avec le même ton qu'il utilisait 20 ans plus tôt pour dire « Page se prépare pour des études de médecine ». Un vocabulaire différent, mais la même fierté rayonnante. Ce qu'il ne mentionnait jamais, c'était la mise de fonds de départ. 120 000 $. Harold les avait donnés à Page quand elle avait 28 ans. Tirés de la valeur nette de la maison de Ridgemont, avant que les choses ne tournent mal. Un investissement pour son avenir, avait-il dit. Il ne m'a jamais offert un centime. Quand je l'ai demandé une seule fois, il a répondu « Tu as choisi un chemin différent, Enid ». Page a utilisé cet argent pour acheter une maison de plein pied de 3 chambres, à Glenview. Puis, elle l'a utilisé comme effet de levier, pour obtenir 2 autres hypothèques à taux variable. Toutes deux, étirées au maximum, comme de vieux élastiques. Puis, son Instagram s'est rempli de cuisines ouvertes, et de brunch au champagne. Son profil LinkedIn affichait « investisseuse immobilière » et entrepreneuse. Elle se qualifiait de « magnate de l'immobilier » lors des dîners. Brett, son mari, était une autre histoire. Brett, lui, avait ce genre de silence, qui vient de ravaler des choses qu'on ne peut pas se permettre de dire. Il s'asseyait aux réunions de famille, buvant son whisky, fixant une tache sur le mur, comme si cette tache lui devait de l'argent. J'ai remarqué que personne d'autre n'y prêtait attention. La sonnerie de l'appel FaceTime de Page retentissait chaque dimanche après-midi. Harold prenait des nouvelles. Il parlait pendant 40 minutes. Il ne m'appelait jamais le dimanche. Il ne m'appelait jamais, point final. Donc, quand je suis arrivé sur le parking du complexe d'appartements de mes parents, ce matin de Thanksgiving, mon complexe d'appartements. Je savais déjà ce qui m'attendait. Je ne savais juste pas jusqu'où il irait. Je suis entré dans l'appartement 4B. Portant un gratin, et une décennie de silence. L'appartement sentait la dinde rôtie, et le désodorisant bon marché à la lavande, que Judith achetait en gros au magasin à $1. 14 personnes étaient déjà là. Harold, en bout de table. Judith, faisant des allers-retours entre la cuisine et la salle à manger, avec une cuillère de service dans chaque main. Page et Brett, sur le côté gauche. Brett en était déjà à son 2e whisky. La tante Ruth et l'oncle Gene, près de la fenêtre. 3 cousins. Derek avec sa femme. Megan, les yeux rivés sur son téléphone. Tyler, avec une petite amie que je n'avais jamais rencontrée. Harold a levé les yeux quand je suis entré. C'est gentil à toi de te montrer. Page est là depuis ce matin, pour aider ta mère. J'ai posé le gratin sur le comptoir. La circulation, ai-je répondu. Même s'il n'y en avait aucune. Nous nous sommes assis. La table était trop longue pour l'appartement. Harold avait gardé l'ancienne table de salle à manger de Ridgemont, et l'avait coincée dans une pièce trop petite. Les chaises étaient serrées les unes contre les autres. J'ai pris le siège tout au bout. Celui près de la porte de la cuisine. Ma place depuis que j'étais en âge de m'asseoir sur une vraie chaise. La prière fut courte. La découpe de la dinde bruyante. Harold assied la dinde, comme s'il réglait un compte. Les assiettes sont passées, les fourchettes ont grincé. Harold s'est tourné vers Page en premier. Parle à tout le monde de ta nouvelle propriété. Page s'est lancé. Les permis, la superficie, le potentiel du quartier. Harold hochait la tête, rayonnant. Puis, il s'est tourné vers moi. Le néon de la cuisine grésillait au-dessus de nous, et je pouvais entendre le tintement des couteaux et des fourchettes dans le silence soudain. Toujours locataire, a-t-il dit.
Avec le ton que l'on utilise pour demander à quelqu'un s'il est toujours malade. Et toutes les têtes autour de cette table se sont tournées vers moi. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous savez déjà que ce n'est pas seulement mon histoire. C'est aussi la vôtre. Si cela vous parle, appuyez sur ce bouton d'abonnement. Cela ne coûte rien et ça compte énormément. Maintenant, laissez-moi vous raconter ce que mon père a dit ensuite. Parce que ça va de mal en pis. Mon père n'a jamais rencontré un dîner qu'il ne pouvait pas gâcher, ou un compliment qu'il ne pouvait pas rediriger vers Paige. Toujours locataire, n'était que l'entrée en matière. Harold a posé son couteau. Il m'a regardé de la même façon qu'un contremaître regarde un mur de travers. Puis il s'est penché en arrière, et sa voix est devenue plus forte. La voix qu'il utilisait, quand il voulait que toute la pièce entende, pas seulement moi. Ta sœur possède 3 maisons, Enid. 3. Elle a 35 ans, et elle a construit quelque chose. Tu as 38 ans, et tu as quoi? Un 2 pièces quelque part. Un 3 pièces, ai-je dit. Il a balayé ma réponse d'un geste de la main. Tu es la honte de cette famille. Le mot est tombé sur la table comme une gifle. Le cousin d'Eric a regardé sa femme. Megan a fixé son assiette. Brett a pris une longue gorgée de whisky. 2 gorgées, sans pause. Judith s'est levée, et a commencé à débarrasser des assiettes qui n'avaient pas besoin d'être débarrassées. Ses mains bougeaient vite, empilant les assiettes, pliant les serviettes. Du travail de compensation. Elle avait fait ça toute ma vie. Harold n'avait pas fini. Pas de mari, pas de maison, pas d'investissement. Il les a énumérés sur ses doigts, comme un homme comptant sa monnaie. 38 ans, et rien à montrer pour le prouver. La main de la tante Ruth s'est resserrée autour de son verre de vin. L'oncle Gene a toussé, doucement et délibérément. Mais personne n'a rien dit. J'ai coupé un morceau de dinde. Je l'ai mâché lentement. La viande était sèche. Judith cuisait toujours trop le blanc, et la sauce était devenue tiède. Et je pouvais sentir Harold qui me regardait, attendant une réaction. Je ne lui ai rien donné. La table est devenue si silencieuse, qu'on a pu entendre les assiettes s'entrechoquer, quand la paume d'Harold s'est abattue à plat sur le bois. L'eau a tremblé dans chaque verre. Les glaçons dans le whisky de Brett ont bougé et teinté. Et puis, il a dit la seule chose, que j'attendais d'entendre de sa bouche depuis 38 ans. Pas parce que je le voulais, mais parce que j'avais besoin que tous les autres l'entendent aussi. Ce que mon père a dit ensuite, il l'a dit avec la confiance d'un homme, qui croit qu'il a encore toutes les cartes en main. J'y pense depuis un moment. Harold s'est redressé sur sa chaise, le torse en avant, le menton relevé. La posture d'un homme, qui prononce un discours à un pupitre qui n'existe pas. Je prépare les papiers, pour tout laisser à Paige. Elle l'a mérité. Il s'est tourné vers moi. Et je pense qu'il est temps, que tu signes un document, reconnaissant cela. La pièce est devenue glaciale. Pas la température. L'air lui-même semblait se retirer de la table. Je veux faire une pause ici. Parce que vous devez comprendre ce que tout cela signifiait. Harold Everett avait vendu sa maison. Il louait un appartement, et vivait d'un chèque de sécurité sociale de retraité, et des quelques économies qui n'avaient pas été siphonnées, par 30 ans passés à sauver les apparences. Son héritage valait moins de 3 mois de mes revenus locatifs. Mais il se tenait là, au bout d'une table qu'il ne pouvait pas s'offrir, dans un appartement qu'il ne possédait pas. Il annonçait un héritage qui existait à peine. Et il s'attendait à ce que je renonce à mes droits. Paige s'est agitée sur sa chaise. Papa, ce n'est pas nécessaire. Elle l'a dit doucement. Comme une femme, qui voulait qu'on lui donne du crédit pour avoir objecté, sans réellement objecter. La tante Ruth s'est penchée en avant. Harold, ce n'est pas le moment. Ruth, ne t'en mêle pas. Il ne l'a même pas regardé. Le glaçon dans le verre de la petite amie de Tyler s'est fissuré. Un son net, et précis. Personne d'autre n'a bougé. D'après mon expérience, les hommes qui parlent le plus fort de leur héritage, sont ceux qui ont le moins à laisser. Il voulait que je renonce à mon héritage, à la table du dîner de Thanksgiving. L'héritage, je le rappelle, valait moins de 3 mois de mes revenus locatifs. J'ai regardé autour de la table. 14 personnes. Pas une seule n'allait dire un mot.
Le cousin d'Eric avait sa main sur le genou de sa femme, sous la table. Je pouvais voir son bras bouger. Une petite pression qui disait « Ne dis rien ». Megan avait son téléphone sur les genoux. Les pouces figés en plein défilement. La petite amie de Tyler. Je ne connaissais toujours pas son nom. Étudiait la sauce au canneberge, comme si elle contenait la réponse à une question que personne n'avait posée. Brett s'est versé un autre whisky. Le troisième verre. Sa mâchoire était serrée. Les muscles de ses joues travaillaient, comme s'il mâchait une phrase qu'il ne parvenait pas à avaler. La tante Ruth s'est adossée à sa chaise, les bras maintenant croisés. Son vin intact. Elle m'observait. Et je pouvais sentir son regard, de la même façon que l'on ressent la chaleur d'un four ouvert. Stable, proche, en attente. L'oncle Jen a regardé son assiette. Puis Harold. Puis son assiette à nouveau. Il a ouvert la bouche, l'a refermée, et a ramassé sa fourchette. Et Judith. Judith était dans la cuisine maintenant, faisant couler de l'eau dont elle n'avait pas besoin, et essuyant un comptoir qui était déjà propre. Quelque part dans le four, la tarte à la citrouille avait été oubliée. Et une très légère odeur de sucre brûlé flottait par la porte de la cuisine. Des bords caramélisés qui se transformaient en charbon, pendant que personne n'y prêtait attention. Le minuteur avait sonné il y a 10 minutes. Elle ne l'avait pas entendu. Une chanson country jouait doucement, depuis la radio de la cuisine. Quelque chose à propos de rentrer à la maison. L'ironie de la situation ne m'a pas échappé. J'ai posé ma fourchette. J'ai croisé les mains sur la table, et j'ai attendu. C'est alors que mon téléphone a vibré. Et tout ce qui a suivi, s'est produit parce que j'ai pris une toute petite décision. Il y a un son qui change tout. Parfois, c'est une porte qui claque. Parfois, c'est un téléphone qui vibre sur une table en bois. Mon téléphone a vibré contre le chêne. Un bourdonnement sourd et insistant. Comme une abeille piégée sous un verre. L'application Sterling Management. Résumé mensuel de la perception des loyers. Tous les appartements. Tous les immeubles. Le mois de novembre. J'ai jeté un coup d'œil à l'écran. Un coup d'œil rapide. De la même façon que l'on regarde sa montre, pendant une conversation qu'on n'apprécie pas. J'en ai vu assez. Le tableau de bord. Les coches vertes. Les montants en dollars. Puis, j'ai reposé le téléphone face contre table, et je me suis remise à ma dinde. Harold m'a regardé faire. Et au moins la décence d'être présente, a-t-il dit. Range ton téléphone. Puis, il a fait une pause. Ses yeux se sont posés sur le téléphone. En fait, donne-le-moi. Il s'est penché, et l'a ramassé avant que je puisse réagir. Non pas que j'allais réagir. Il l'a pris de la même façon, qu'il m'arrachait les jouets des mains quand j'avais 6 ans. Sans demander. Sans réfléchir. Parce que tout ce qui se trouvait dans sa maison, était à lui et il pouvait l'examiner. Sauf que ce n'était pas sa maison. Je n'ai pas bondi pour le récupérer. Je n'ai pas élevé la voix. Je me suis adossé, j'ai posé mes 2 mains à plat sur la table, et j'ai attendu. Ruth regardait. Brett regardait. Même Megan a levé les yeux de ses genoux. Harold tenait mon téléphone, de la même façon qu'un homme tient un objet qu'il s'attend à être ordinaire. L'écran l'éclairait par en dessous, projetant une fine lumière bleu-blanc, sur les lignes de sa mâchoire. Mon père a pris mon téléphone. Et j'ai observé son visage, de la façon dont on observe une bouilloire juste avant qu'elle ne bout. Ce qui s'est passé ensuite, a pris très exactement 11 secondes. J'ai compté. Laissez-moi vous dire une chose, sur les familles qui tiennent les comptes. Le tableau d'affichage est toujours truqué. 5 ans avant ce Thanksgiving, j'avais donné à ma mère une dernière chance de me voir. J'avais emmené Judith déjeuner dans un café du centre-ville. Celui avec les nappes à carreaux, et la machine à expresso qui siffle comme un radiateur. J'ai commandé un latte. Elle a commandé un thé. Nous nous sommes assises près de la fenêtre, là où la lumière du soleil frappait la table en un carré parfait. Je vais bien, maman, ai-je dit. En tâtonnant le terrain avec prudence. Financièrement, je veux dire. Et même, très bien. Judith a remué son thé.
La cuillère a tinté contre la céramique. 3 cercles lents. Puis elle a levé les yeux, et a souri. C'est bien, chérie. Paige vient de conclure l'achat de sa 2e maison. Ton père est si fier. Elle n'a pas demandé comment j'allais. Elle n'a pas demandé combien je gagnais. Elle a redirigé la conversation vers Paige, comme une bretelle d'autoroute redirigeait le trafic. De façon fluide, automatique, sans y penser. Je suis resté assise là, tenant mon latte, regardant la mousse se dissoudre dans le café. Et j'ai compris quelque chose, que j'aurais dû comprendre des années plus tôt. Partager ma vie avec cette famille, c'était comme envoyer des lettres à une adresse qui n'existe pas. L'effort était réel. La livraison était impossible. Alors, j'ai arrêté d'envoyer des lettres. J'ai fini mon latte. Nous avons parlé de la pluie et du beau temps. Je suis rentré chez moi, j'ai ouvert mon ordinateur, j'ai passé en revue les rapports trimestriels pour les 4 immeubles, et je n'ai pas pleuré. Je n'ai appelé personne. Et je n'en ai pas eu besoin. De retour à la table de Thanksgiving, la table dans mon propre immeuble. Je regardais Harold tenir mon téléphone. Et j'ai senti quelque chose se déposer en moi, comme des sédiments dans une eau calme. Je ne lui avais rien montré. Il l'avait pris lui-même. Alors non, je n'ai pas dit la vérité à mon père. Il l'a trouvé lui-même. Et ça, je vous le promets, c'est encore pire. Mon père lisait vite. Mais ce soir-là, il a lu très, très lentement. Le tableau de bord de Sterling Management était clair. Fond blanc. Barre latérale verte en haut. Bearwood Property Group. Résumé mensuel de la perception des loyers. Novembre. Je sais ce qu'il a vu, parce que je le vois tous les soirs. Une liste. Des lignes bien rangées. Chacune représentant un appartement, le nom d'un locataire, un montant en dollars, un statut. Appartement A. Martinez. 1750 $. Payé. Appartement 2C. Kowalski. 1900 $. Payé. Appartement 3A. Henderson. 1700 $. Payé. Son pouce a glissé sur l'écran, défilant lentement. Ses yeux se plissant de la même façon que lorsqu'il lisait des plans, suivant les lignes, cherchant l'erreur. Appartement 4B. Everett, H&J 1850 $. Payé. Son pouce s'est arrêté. J'ai regardé ses yeux passer du nom, au montant, puis à l'adresse. L'adresse de l'immeuble où il était assis. L'appartement où il était assis. Son nom sur une liste de locataires. Placé entre Henderson et un couple de l'appartement 5A, dont il n'avait jamais pris la peine d'apprendre le nom. Puis, ses yeux sont remontés en haut de la page. Vers l'entête qu'il avait survolée en descendant. Propriétaire, Bearwood Property Group LLC. Contact principal, Everett. Enid. Sa respiration a changé. Plus courte. Plus lourde. Le téléphone s'est légèrement incliné dans sa main, de la façon dont un verre s'incline avant de tomber. Une fourchette a tinté sur une assiette quelque part sur la table. Celle de Megan, peut-être. Ou celle de Tyler. Le son était assez net pour couper le silence, mais personne n'a sursauté. Harold a levé les yeux du téléphone. Il m'a regardé. Et pour la première fois en 38 ans, Harold Everett n'avait absolument rien à dire. Le silence dans la famille Everett est rare. Ce soir-là, il était assourdissant. Harold a posé le téléphone sur la table. Sa main a tremblé, juste assez pour faire cliquer le téléphone 2 fois contre le bois. Clic. Clic. Comme le loquet d'une porte, qui ne s'enclenche pas. Papa. Paige s'est penché en avant. Qu'est-ce qui ne va pas? Harold n'a pas répondu. Harold. Judith avait arrêté d'essuyer le comptoir. Elle se tenait dans l'encadrement de la porte de la cuisine, le torchon sur l'épaule, les mains encore humides. Rien. L'horloge comtoise, celle qu'Harold avait ramenée de Ridgemont, la seule chose qu'il avait refusé de vendre. Faisait tic-tac depuis le salon. Tic. 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 Avant ce soir, je ne l'avais jamais remarqué dans cet appartement.
Maintenant, c'était le seul son au monde. La tante Ruth a décroisé les bras. Elle a regardé le téléphone sur la table, puis le visage d'Harold, puis moi. Quelque chose a bougé dans son regard. Pas exactement de la surprise. De la reconnaissance. Le regard d'une femme qui attendait qu'un coup près tombe, et qui venait de l'entendre s'écraser. L'oncle Gene a posé sa fourchette. Doucement, délibérément, comme un homme qui place un pari. Je me suis penché au-dessus de la table, j'ai ramassé mon téléphone, et je l'ai glissé dans la poche de ma veste. Puis, j'ai plié ma serviette, je l'ai posée à côté de mon assiette, et j'ai lissé un faux pli qui n'existait pas. 14 personnes, tout en train de regarder Harold. Pendant 38 ans, il avait été celui qui regardait. Celui qui jugeait. Celui qui décidait qui comptait, et qui ne comptait pas. Maintenant, chaque paire d'yeux à cette table était braqué sur lui. Et il n'avait nulle part où regarder. Paige a demandé à nouveau, « Papa. Qu'est-ce que tu as vu ?» Et moi, pour la première fois de toute la soirée, j'ai souri. « Tu as fouillé dans mon téléphone, papa. Je ne te l'ai pas montré. Tu as regardé de toi-même. » Mon père a essayé de balayer la situation. Bien sûr qu'il l'a fait. Harold Everett ne perd pas de dispute. Il parle juste plus fort. Cela ne signifie rien. Sa voix était rocailleuse, rugueuse sur les bords. N'importe qui peut créer une LLC, SARL. N'importe qui peut faire en sorte qu'un écran ressemble à ce qu'il veut. Je n'ai pas argumenté. Je n'ai pas sorti de relevé bancaire, ni agité un acte de propriété sous son nez. Je me suis simplement tourné vers Judith, qui se tenait toujours dans l'encadrement de la porte de la cuisine. Le torchon goûtant sur le lino. « Maman, est-ce que la porte du hall d'entrée bloque toujours par temps froid ?» J'avais l'intention de demander à Sterling d'envoyer quelqu'un. La phrase était simple, anodine. Le genre de chose que l'on dirait entre deux bouchées de tarte. Mais elle est tombée sur cette table, comme une pierre dans une mare. Et les ondes de choc ont touché chaque chaise. Parce que Judith savait exactement de quelle porte je parlais. Elle se battait avec, chaque matin en allant chercher le courrier. Elle s'en était plainte à Harold 2 fois, la semaine dernière. Judith m'a regardé, puis Harold, puis a baissé les yeux vers le torchon dans ses mains. Comme si elle venait de découvrir qu'elle le tenait. « Paige, attends. » La voix de Paige était devenue tranchante. « De quoi parles-tu ? De quoi parle-t-elle ? » Il y a une forme de silence, qui appartient aux personnes qui viennent de réaliser qu'elles se sont trompées sur tout. Il ne ressemble pas à un silence ordinaire. On a l'impression que le sol se dérobe. Harold est resté immobile. Et le néon au-dessus de nous a grésillé et clignoté. Un ballast desserré. J'avais l'intention de demander à Sterling de le remplacer. Mon immeuble. Ma lumière grésillante. Mon père assis juste en dessous. Nous sommes sur le point d'arriver à la partie que vous attendiez. Mais avant cela, seulement 3% des personnes qui regardent ces vidéos s'abonnent. Si cette histoire vous parle, appuyez sur ce bouton. Cela prend une seconde, et ça signifie beaucoup. Le fait que vous soyez là, ce n'est pas rien. Bon, finissons ça. Je me suis levé. Non pas parce que j'étais en colère. Mais parce que j'en avais marre d'être assise. Paige exigeait des réponses maintenant. Sa voix grimpait dans les aigus, comme elle le faisait toujours, lorsqu'elle sentait que l'attention s'éloignait d'elle. La femme de Derek a chuchoté quelque chose. La petite amie de Tyler avait l'air de vouloir être n'importe où ailleurs sur Terre. Brett s'est versé un autre whisky, et n'a regardé personne. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'en avais pas besoin. Je suis propriétaire de cet immeuble. Simple. Plat. Comme on lirait un panneau de signalisation. Bearwood Property Group est mon entreprise. Je possède cet immeuble depuis 3 ans. Maman et papa sont mes locataires. Ils paient 1850 $ par mois, et cela va sur mon compte. La mâchoire d'Harold a bougé, mais aucun mot n'est sorti. Je possède aussi 3 autres immeubles. 24 appartements au total. Je fais cela depuis 13 ans. Depuis que j'ai 25 ans. Tu mens, a dit Harold. Vérifie ton bail, papa. La société de gestion est Sterling.
Il travaille pour moi. La table était si silencieuse, que je pouvais entendre le conduit de chauffage se mettre en marche. L'air chaud pulsait par les plaintes. La faible odeur métallique de la vieille poussière brûlant sur les serpentins. Le système de chauffage de mon immeuble. Celui que j'avais fait réviser en octobre. Le visage d'Harold a affiché une expression que je ne lui avais jamais vue. Pas de la colère. Il avait 100 visages différents pour la colère. C'était différent. C'était le visage d'un homme regardant un mur qu'il avait mis 38 ans à construire, s'effondrer brique par brique. Et réalisant qu'il s'était tenu du mauvais côté de celui-ci. Je n'avais pas construit ma vie pour que mon père l'approuve. Je l'avais construite pour n'avoir jamais besoin de son approbation. Paige a fait ce que Paige fait toujours, quand elle sent l'attention s'éloigner d'elle. Elle a joué la victime. C'est de la folie. Elle s'est levée, les paumes à plat sur la table, se penchant en avant comme un procureur. Tu les as espionnés. Tu as acheté leur immeuble pour les contrôler. J'ai croisé les bras. J'ai acheté l'immeuble, 2 ans avant qu'ils n'emménagent, Paige. Je ne les ai pas choisis comme locataires. Ils ont fait une demande via la société de gestion. Ouais, ils ont été approuvés de la même façon que tout le monde. Donc, tu nous as tous menti depuis le début? Menti? J'ai laissé le mot en suspens pendant une seconde. J'ai arrêté de vous en parler, parce que la dernière fois que j'ai essayé, tu as dit à la cousine Megan que j'avais un sugar daddy. Megan, assise à l'autre bout de la table, s'est étouffée avec son eau. Le verre s'est reposé lourdement sur la table. Elle a regardé Paige, puis moi, puis le plafond. Le visage de Paige a pris la couleur de la sauce au canneberge. Un rouge profond et irrégulier. C'était. Je plaisantais. Vraiment? La tante Ruth, qui était restée silencieuse pendant 20 minutes, a fait une chose dont je me souviendrai pour le reste de ma vie. Elle a pris son verre de vin, en a pris une longue gorgée, et l'a reposé. C'était tout. Pas de mots. Mais l'expression sur son visage, le menton légèrement relevé, la petite courbe au coin de ses lèvres. Tout cela en disait plus qu'un long discours. Paige s'est tournée vers Harold. Papa. Dis quelque chose. Dis-lui qu'elle ne peut pas juste. Mais Harold fixait la table. Le grain du bois. La table qu'il avait gardée de la maison qu'il avait vendue. Assis dans l'appartement qu'il louait à la fille qu'il venait juste de traiter de blonde de la famille. Et puis Brett, son mari. L'homme qui n'avait pas prononcé un seul mot de toute la soirée, a fait quelque chose d'inattendu. Je ne m'attendais pas à ce que Brett soit celui qui allume l'allumette. Mais, d'un autre côté, les hommes calmes mariés à des femmes bruyantes, ont tendance à transporter beaucoup d'allumettes. Brett était resté assis sur sa chaise, comme un homme attendant un bus qu'il a déjà raté. 4 whisky dans le sang, la mâchoire serrée. Les yeux fixés sur une tache sur la nappe, qui avait absorbé une éclaboussure de sauce 20 minutes plus tôt. Il a parlé doucement. Presque gentiment. Mais chaque mot a porté. 3 maisons, Paige. Il ne l'a pas regardé. Il regardait son verre. Dis-leur la vérité. 2 d'entre elles ont des hypothèques supérieures à leur valeur, un déroitaire. Nous n'avons pas payé l'hypothèque de celle de Elm Street depuis 4 mois. La table l'a absorbé de la même façon qu'un sol sec absorbe la pluie. Lentement. Puis, tout d'un coup. Brett, tais-toi. La voix de Paige était tendue comme un fil métallique. J'en ai fini de me taire. Harold s'est tourné vers Paige. Quoi? Juste un mot. Mais il transportait 35 ans d'investissement. Paige a ouvert la bouche, l'a refermée, et l'a rouverte. C'est un problème de trésorerie temporaire. Le marché. Le marché, a répété Brett. Il a presque ri. Le whisky a tangué dans son verre. Le marché n'a pas contracté 3 hypothèques à taux variable, avec 6% d'acompte, Paige. L'ironie s'est abattue sur la table comme un brouillard. Harold avait passé la soirée entière, à humilier la fille qui possédait 24 appartements, libres de toute dette. Tout en célébrant celle qui se noyait sous des dettes, qu'elle ne pouvait plus honorer. La tante Ruth a levé son verre de vin. Elle n'a pas porté de toast. Elle a juste bu une gorgée. Ses yeux brillaient, et j'aurais juré voir un léger éclat humide dans les coins.
2 secrets ont été révélés à cette table. Le mien était une fortune. Celui de Paige, une ruine. Et mon père était l'homme qui avait misé sur le mauvais cheval pendant 35 ans. Harold Everett s'est assis. Et l'homme qui avait parlé à ma place pendant 38 ans de ma vie, n'avait finalement plus rien à dire. Il s'est affaissé de la façon dont un bâtiment se tasse. Lourdement, doucement. Le poids se redistribuant, jusqu'à ce que la structure trouve une nouvelle forme. Ses mains se sont posées sur la table. Paume vers le bas. Doigts écartés, comme s'il vérifiait que la surface était toujours solide. Et il m'a regardé. Pas de haut en bas. Pas à travers moi. Il m'a regardé, droit dans les yeux. J'avais attendu longtemps cet angle de vue. Il a commencé à parler. Pourquoi ne l'as-tu pas fait? Puis il s'est arrêté. Sa bouche s'est refermée. Ses yeux se sont posés sur le téléphone dans ma poche. Puis, sur les murs de l'appartement. Sur le plafond. Comme s'il les voyait pour la première fois. Ce qui, d'une certaine manière, était le cas. Judith pleurait. Pas bruyamment. Pas de sanglots, pas de son. Juste des larmes qui coulaient sur son visage. Goûtant de son menton, sur le torchon qu'elle serrait toujours dans ses mains. Elle ne pleurait pas parce qu'Harold m'avait humilié. Elle pleurait parce qu'elle venait de réaliser quelque chose qu'elle ne pouvait pas effacer. Elle avait passé 35 ans à hocher la tête en faveur de la mauvaise fille. L'eau dans la cuisine coulait toujours. Personne n'a bougé pour l'éteindre. Et elle sifflait contre l'évier en acier inoxydable, comme des parasites sur une chaîne morte. L'oncle Gene a finalement pris la parole. Doucement. La voix d'un homme qui avait retenu la même phrase pendant 1 heure. Ça suffit, Harold. Harold n'a pas protesté. Il n'a pas répliqué. Il a juste regardé ses mains à plat sur la table. Et je les regardais les retourner. Paume vers le haut. Comme si elles appartenaient à quelqu'un d'autre. Laissez-moi vous dire, comment on reconnaît un homme dont le monde vient de s'effondrer. Il ne crie pas. Il ne pleure pas. Il s'assoit. Et il regarde ses mains, comme si elles appartenaient à quelqu'un d'autre. J'ai mis mon manteau. Non pas parce que je fuyais. Mais parce que j'avais terminé. J'ai pris le plat à gratin vide. Celui que Judith avait raclé avant que le dîner ne dégénère. La recette de grand-mère. Beurre, noisettes et noix de pécan. Même ce soir, ils en avaient mangé jusqu'à la dernière miette. Je ne me suis pas adressé à Harold. Je me suis adressé à la table, à eux tous. Je ne suis pas en colère. J'ai cessé d'être en colère il y a longtemps. Mais j'en ai fini, d'être la personne dont cette famille a besoin, pour se sentir mieux dans sa peau. Paige a détourné le regard. Brett a regardé son verre vide. Derek a serré la main de sa femme. Je me suis tourné vers Harold. J'ai gardé ma voix égale, sur le même ton que j'utilisais lors d'appels avec des entrepreneurs et des inspecteurs du comté. Ton bail court jusqu'en avril. Rien ne change. Le même loyer, les mêmes conditions. Sterling gère tout comme ils l'ont toujours fait. J'ai fait une pause. Mais c'est le dernier Thanksgiving auquel j'assiste, en tant que personne que tu te permets de prendre de haut. Ensuite, je me suis tourné vers Judith. Elle se tenait dans l'encadrement de la porte de la cuisine, pleurant dans un torchon déjà trempé. Maman, tu es la bienvenue pour m'appeler quand tu veux. Mais la prochaine fois que papa dira quelque chose comme ce qu'il a dit ce soir. Et j'aurai besoin que tu décides, si hocher la tête vaut la peine de me perdre. J'ai embrassé la tante Ruth sur la joue. Elle a serré mon poignet. Fermement, chaleureusement. L'étreinte d'une femme, qui voulait dire 10 choses, et s'est contentée d'une seule. Fière de toi, a-t-elle murmuré. 2 mots. C'était suffisant. Je suis sorti de l'appartement 4B, et j'ai marché dans le couloir de mon propre immeuble. Mes talons claquaient sur le carrelage. Des bruits nets, délibérés. Passer les boîtes aux lettres. Passer la porte d'entrée qui coinçait par temps froid. Dehors, dans la nuit de novembre. Où l'air avait le goût des feuilles gelées, et de la fumée de cheminée. La personne la plus silencieuse à table, n'est pas toujours la plus faible. Parfois, c'est juste elle qui est la propriétaire de l'immeuble.
J'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. De la légèreté. J'ai conduit pour rentrer chez moi, à travers une ville qui, pour une fois, était plus silencieuse que ma famille. Les rues étaient vides. Chaque maison brillait de l'intérieur. Des carrés chauds de lumière jaune, derrière des rideaux fermés. Des tables de Thanksgiving encore pleines, des familles discutant encore, des plats encore chauds. Le mien était terminé. J'ai appelé Marcus depuis la voiture, en kit main libre. Ma voix était globalement stable. C'est arrivé, ai-je dit. C'est enfin arrivé. Comment te sens-tu? J'y ai réfléchi. Vraiment réfléchi. Le feu de signalisation devant moi est passé au rouge, et j'ai regardé sa couleur saigner sur la chaussée mouillée. Le froid de novembre s'était installé partout. Dans le volant, dans le rétroviseur, dans l'air que je respirais. Comme si je venais de poser un fardeau très lourd. Marcus n'a pas insisté. C'est pour ça que je l'aimais. Il laissait des silences, de la même façon que les bons architectes laissent de l'espace pour que l'élément d'à côté puisse respirer. J'ai traversé le pont sur Linden Avenue. En contrebas, la rivière était noire et immobile. Les lampadaires s'y reflétaient en longues lignes tremblantes. Comme des flammes de bougies, couchées sur le côté. J'ai baissé la fenêtre d'1 centimètre. L'air sentait la boue de la rivière, et la vieille glace. Quelque part entre le pont et ma rue, un souvenir a refait surface. Net, imprévu. J'avais 8 ans, assise sur le sol du salon, avec une boîte de crayons de couleur, dessinant un tableau pour Harold. Une maison, un grand toit, une porte rouge, 3 fenêtres. Je le lui avais donné après le dîner. Fier, comme seule une enfant de 8 ans peut l'être. Il y a jeté un coup d'œil. Les maisons coûtent de l'argent, gamine. J'ai gardé ce dessin. Il est dans le tiroir du haut de mon bureau, plié en 4. Les couleurs ont pâli pour devenir pastel. 30 ans. Marcus a demandé si j'allais bien. Je lui ai dit que oui. Et pour la première fois depuis longtemps, je ne mentais pas. Paige m'a appelé 3 fois ce soir-là. Je le sais parce que j'ai regardé chacun des appels aller vers la messagerie vocale. J'étais rentré chez moi à ce moment-là. L'appartement était calme. La cuisine propre. La machine à expresso, encore chaude du matin même. Je me suis assise sur le canapé, avec mon téléphone sur la table basse, l'écran vers le haut, et j'ai regardé l'appel sonner. Premier appel. 21h14. Message vocal. Enid. Il faut qu'on parle de ce qui s'est passé ce soir. Rappelle-moi. Sa voix était contrôlée. La version un service client de Paige. Lisse, professionnelle. La voix qu'elle utilisait lors des journées portes ouvertes. Deuxième appel. 21h38. Message vocal. Tu as humilié papa exprès à Thanksgiving, devant tout le monde. Est-ce que tu comprends ce que tu as fait? Le vernis craquait un peu, laissant entrevoir quelque chose de plus vif. Troisième appel. 22h11. Message vocal. Rappelle-moi. Ce n'est pas fini. 5 mots. Plus de vernis du tout. J'ai écouté les 3, l'un après l'autre, dans l'obscurité de mon salon. La lumière du porche des voisins passait par ma fenêtre, en une fine bande traversant le plafond. Dehors, un chien a aboyé une fois, puis s'est tu. J'ai posé le téléphone, et je suis allé dans la cuisine. Je me suis préparé une tasse de tisane à la camomille. Je me suis tenu au comptoir, et je l'ai bu à petites gorgées, pendant que la bouilloire refroidissait. Paige n'appelait pas pour s'excuser. Paige n'appelait pas pour comprendre. Paige appelait pour maîtriser le récit. Pour imposer sa version de l'histoire, avant que la mienne ne puisse prendre racine. Elle voulait présenter la situation comme « Enid a humilié papa », au lieu de ce que c'était réellement « Papa s'est humilié lui-même », et Enid l'a laissé faire. D'après mon expérience, la première personne à appeler après une dispute familiale, n'est pas celle qui s'en soucie le plus. C'est celle qui a le plus à perdre. Elle n'appelait pas pour s'excuser. Elle appelait pour réécrire l'histoire, avant que je ne puisse le faire. Trop tard. La tante Ruth n'a pas appelé pour maîtriser le récit. Elle a appelé, parce qu'elle avait attendu 20 ans,
que quelqu'un dise enfin ce qu'elle ne pouvait pas dire. Vendredi après-midi. J'étais à mon bureau, en train de revoir une demande d'entretien, pour la propriété d'Orcharlan, lave-vaisselle qui fuit dans le 3B. Quand mon téléphone a vibré. Le nom de Ruth. J'ai décroché avant la deuxième sonnerie. Enid chérie. Sa voix était chaleureuse. Comme le sont les vieilles courtes pointes. Douce, usée, familière. Une voix d'institutrice à la retraite. Patiente comme un long après-midi. Je veux juste que tu saches, que j'ai vu. J'ai toujours vu. J'ai posé mon stylo. Je le sais, tante Ruth. Elle m'a raconté ce qui s'était passé après mon départ. Harold n'a pas bougé pendant 40 minutes. Il est juste resté assis en bout de table, les mains sur le bois, fixant la carcasse de la dinde, comme si elle contenait la réponse à une question. Judith a débarrassé toute la table toute seule. Chaque assiette, chaque verre, chaque plat de service. Et elle n'a pas dit un mot. Elle a juste nettoyé. Paige et Brett se sont disputés sur le parking. Ruth pouvait les entendre par la fenêtre de la chambre d'amis. La voix de Paige était aiguë et fragile. Celle de Brett, basse et plate. Les cousins sont partis tôt. La petite amie de Tyler n'arrêtait pas de dire « Devrions-nous y aller ?» Je pense que nous devrions y aller. Ton père n'a pas dormi de la nuit, a dit Ruth. Jen et moi étions dans la chambre d'amis. Je l'ai entendu faire les 100 pas. Des allers-retours, des allers-retours. À 2 heures du matin. Sait-il ce qu'il a fait de mal? Ruth a fait une pause. La ligne téléphonique a vibré d'un silence qui pesait lourd. Il sait qu'il a perdu. Je ne suis pas sûr qu'il sache quoi. Avant de raccrocher, Ruth a ajouté une dernière chose. Ta grand-mère aurait adoré ça, tu sais. J'ai souri, car c'était grand-mère qui m'avait appris que le meilleur investissement est celui que personne ne voit venir. J'ai vu, ma chérie. Et j'ai toujours vu. Et je suis désolé de ne l'avoir jamais dit plus fort. Mesdames, si vous avez déjà vu un homme réaliser qu'il s'était trompé sur votre compte pendant 20 ans. Cette pause. Ce silence. C'est le silence le plus précieux du monde. 3 jours plus tard, mon père a appelé. Pas pour s'excuser. Pour enquêter. J'étais dans ma cuisine, avec mon café du matin, et mon ordinateur portable ouvert. Le téléphone a sonné. J'ai vu son nom, et je l'ai laissé sonner 3 fois avant de décrocher. Pas pour marquer le coup. Pour m'étudier moi-même. Enid. Sa voix était différente. Plus petite. Le ton grave était toujours là, mais l'autorité s'en était échappée. Comme l'air d'un pneu victime d'une crevaison lente. 5 secondes de silence. Je les ai comptées. Est-ce que ta grand-mère t'a laissé de l'argent? De toutes les questions qu'il aurait pu poser. Et il a choisi celle qui partait du principe que je n'aurais pas pu y arriver seul, encore une fois. Non, papa. Je l'ai gagné. Comment? Alors je lui ai raconté. Version courte. Duplex à 25 ans. Un 4 logement à 27 ans. Un 6 logement à 30. Un 8 logement à 32. Prêt garanti par l'État, FHA. House hacking, location d'une partie de sa résidence principale. Bénéfice réinvesti. Sur 13 ans. Je lui ai donné le calendrier, comme on donnerait des indications routières à un inconnu. Clair. Plat. Sans émotion. Il a été silencieux. Pour peut-être la première fois de ma vie, Harold Everett a écouté, sans interrompre. Je pouvais l'entendre respirer par le nez. La façon dont il respirait, quand il lisait quelque chose dont il ne voulait pas admettre la justesse. Alors, tu aurais dû me le dire. J'aurais pu t'aider. M'aider comment, papa? De la même façon que tu as aidé Paige, avec 120 000 $ et une tape dans le dos? La ligne est devenue silencieuse. Puis il clique. Il a raccroché. Sec. Définitif, comme une paire de ciseaux qui se ferme. Il a raccroché. Et j'ai réalisé, Carole n'était pas en colère parce que j'avais réussi. Il était en colère parce que j'avais réussi, sans lui. Ma mère s'est pointée avec de la soupe. C'est comme ça
que Judith Everett dit « Je suis désolé », sans jamais vraiment le prononcer. La semaine suivante, un mardi après-midi, l'interphone a sonné. J'ai vérifié la caméra. Judith se tenait sur le pas de ma porte, avec une boîte Tupperware, et l'expression d'une femme qui a répété ce moment dans sa voiture, pendant 20 minutes. J'ai ouvert la porte. J'en ai fait trop, a-t-elle dit, en me tendant la boîte. De la soupe à la dinde. Les restes de Thanksgiving réincarnés. Carottes, céleri, les derniers morceaux de dinde détachés des os. Entre, maman. Elle est entrée. J'ai vu ses yeux faire le tour de l'appartement. Les étagères. Le comptoir en granit. La fenêtre orientée à l'ouest, où la lumière de l'après-midi étirait ses rayons, sur le parquet. Et elle a touché le dossier d'une chaise de la salle à manger. Elle a passé ses doigts sur le bois. C'était la première fois qu'elle venait ici. J'habitais dans cet appartement depuis 6 ans. Première visite. C'est à toi, a-t-elle demandé. C'est à moi depuis 6 ans, maman. Elle s'est assise à la table de ma cuisine. J'ai fait réchauffer la soupe. La vapeur s'est élevée entre nous. Et pendant un instant, ma cuisine a senti exactement comme la sienne, quand j'avais 12 ans. Des os de dinde et des feuilles de laurier, et quelque chose en dessous, que je ne pourrais jamais identifier. Quelque chose qui n'existait que dans sa cuisine, et nulle part ailleurs. J'aurais dû demander, a dit Judith en regardant son bol. J'aurais dû venir ici plus tôt. Elle ne s'est pas excusée. Elle n'a pas dit, j'avais tort, ou, j'aurais dû te protéger. Elle a dit, j'aurais dû demander. Et d'une certaine manière, c'était à la fois insuffisant, et bien plus que ce que j'avais jamais reçu. Je lui ai versé du café. Nous nous sommes assises dans la lumière de l'après-midi, buvant dans des tasses dépareillées. Et nous avons parlé de choses sans importance. Le temps qu'il fait. Une recette. Le chien du voisin. Elle ne s'est pas excusée. Elle a dit, j'aurais dû demander. Et d'une certaine manière, c'était à la fois insuffisant, et bien plus que ce que j'avais jamais reçu. 2 semaines plus tard, l'empire de Page, avec ses 3 étages, a commencé à s'effondrer. La famille l'a appris, par les canaux habituels. La tante Ruth l'a su par l'oncle Gene, qui l'a su par un voisin d'Elm Street. Un panneau à vendre, vente à découvert, avait été planté dans le jardin, de la 2e propriété de Page. La banque s'en était mêlée. Le prix affiché était inférieur de $30 000, à ce qu'elle avait payé. Brett avait emménagé dans la chambre d'amis d'un ami. Il avait déposé une demande de séparation de corps, le lundi suivant Thanksgiving. Page appelait ça une pause. L'avocat de Brett appelait ça autrement. Harold n'a rien dit. Pas publiquement, en tout cas. L'échafaudage qu'il avait construit autour de Page, 35 ans de favoritisme, $120 000 de capital de départ, 1000 conversations à table, où elle était érigée comme la preuve qu'il avait élevé au moins une gagnante. Tout cela cédait sous le poids de 3 hypothèques à taux variable, et d'un mariage qui n'avait pas pu survivre à la vérité. Un soir, en faisant défiler mon téléphone avant de m'endormir, je l'ai vu. Le post Facebook de Page. Horodaté de 23h47. La lumière bleue de l'écran se reflétait sur mon visage, dans l'obscurité. Le plan de Dieu est plus grand que nos plans. Parfois, la vie nous déconstruit, pour nous reconstruire d'une manière que l'on n'aurait jamais imaginée. Reconnaissante pour ce voyage. Je l'ai fixé pendant 5 secondes. Les premiers flocons de neige de décembre dérivaient devant ma fenêtre. Petits, secs. Le genre de flocons qui ne tiennent pas. J'ai fermé l'ordinateur portable, je l'ai posé sur la table de nuit, j'ai éteint la lampe. D'après mon expérience, les personnes qui parlent le plus du plan de Dieu, sont celles qui y sont le moins préparées. Page a publié que Dieu avait un plan plus grand. Ce plan de Dieu, pour autant que je puisse en juger, impliquait une vente à découvert, et un conseiller conjugal. La lettre est arrivée en décembre. Sans adresse de retour. Mais j'ai reconnu l'écriture. Mon père écrit comme un homme, qui essaierait de construire quelque chose avec la mauvaise main. Harold était gaucher. Son écriture penchait fortement vers la droite. Les lettres étaient serrées et anguleuses. Comme si elles essayaient de se distancer les unes les autres. Le papier était d'un blanc ordinaire.
Le genre de papier qu'on achète par ramette au magasin de fourniture de bureau. L'enveloppe avait été scellée, déchirée pour être ouverte, refermée avec du ruban adhésif, et refermée encore une fois. Il avait réécrit cette lettre plusieurs fois. Je l'ai trouvée dans la boîte aux lettres du Bearwood Property Group. Pas celle de mon appartement. Celle de l'adresse enregistrée de la LLC, SARL. Il avait trouvé l'adresse. Je ne sais pas comment. Peut-être a-t-il cherché sur Google. Peut-être est-il allé au bureau des registres du comté, pour consulter les déclarations d'entreprise. Quoi qu'il en soit, il avait fait une chose qu'il ne faisait presque jamais. Des recherches qu'il n'avait pas envie de faire. Je l'ai ouverte en me tenant dans le hall de l'immeuble. 4 phrases écrites au stylo à billes. Enid. La porte du hall coince toujours. Tu devrais la faire réparer. Papa. C'était tout. Pas d'excuses. Pas de « je suis fier de toi ». Pas de « j'avais tort ». Juste une plainte concernant une porte qui coince, adressée à la propriétaire de l'immeuble. Mais voici la vérité. Et si vous êtes resté avec moi jusque-là, vous l'avez déjà compris. Il m'a écrit en tant que propriétaire. Il l'a reconnu. Non pas avec des mots, mais par l'acte même de m'écrire. J'ai replié la lettre selon ses plis d'origine. Je l'ai rapportée à la maison. J'ai ouvert le tiroir de mon bureau. Et je l'ai placé à l'intérieur. Juste à côté du dessin au crayon d'une maison, que j'avais fait quand j'avais 8 ans. Une porte rouge. 3 fenêtres. Un grand toit. Il ne s'était pas excusé. Il s'était plaint de la porte du hall d'entrée. Et j'ai mis sa lettre, dans le même tiroir où je gardais la maison que j'avais dessinée pour lui quand j'avais 8 ans. Une dernière chose s'est produite avant la fin de l'année. Et cela a tout changé. Ce Noël-là, j'ai dressé une table pour 4. Pas pour 14. 4. La tante Ruth et l'oncle Gene sont arrivés à 18h, avec une bouteille de vin, qui coûtait plus cher que ce que Gene dépensait habituellement pour quoi que ce soit. C'était sa façon de dire, que cela comptait. Ruth portait l'écharpe rouge qu'elle ne sortait que pour les fêtes. Et elle tenait une tarte, dont elle avoua qu'elle l'avait achetée au magasin. La vie est trop courte, pour façonner de la pâte, dit-elle. Et elle l'a posée sur le comptoir, à côté de mon gratin. Nous avons mangé dans ma salle à manger. Celle avec la fenêtre orientée à l'ouest, les étagères, et la belle lumière. J'avais installé un petit sapin dans le coin. Un sapin phrasé, qui sentait l'air froid de la montagne, et la résine de pin. Ruth fredonnait une douce nuit, pendant qu'elle m'aidait à dresser les assiettes. Gene a versé le vin, et a dit le bénédicité. Court, sincère. Comme il l'a toujours fait. Pas de table de salle à manger de Ridgemont, coincée dans un espace trop petit. Pas de néon. Pas d'Harold en bout de table. Après le dîner, pendant que Gene somnolait sur le canapé, Ruth s'est penchée au-dessus de la table et a dit. Ta grand-mère t'a laissé quelque chose de mieux que de l'argent, tu sais. Elle t'a laissé son cran. J'ai ri. J'ai vraiment ri. Le genre de rire qui commence dans le ventre, et qui monte, jusqu'à ce que les yeux larmoient. Judith avait appelé ce matin-là. Tu ne viens pas? Pas cette année, maman. Mais tu es la bienvenue ici. Silence au bout du fil. Le genre de silence qui tremble sur les bords, comme une feuille prête à tomber. Puis, peut-être la prochaine fois. Peut-être la prochaine fois. C'était la première chose honnête qu'elle me disait depuis des années. Pas une promesse. Pas une esquive. Un aveu que la prochaine fois existait. Et qu'elle allait devoir le mériter. Ma mère a dit, peut-être la prochaine fois. Et je me suis dit, que c'était la première chose honnête qu'elle m'avait dite depuis des années. Des bougies sur la table. Du vin dans les verres. 4 chaises, toutes occupées. C'était suffisant. S'il y a une chose que j'ai apprise, c'est celle-ci, vous ne devez à personne une visite guidée de votre vie, simplement parce qu'il partage votre nom de famille. En janvier, j'ai réparé la porte du hall d'entrée. Elle coinçait depuis 2 ans. Mais ce n'était pas la porte qui avait besoin d'être réparée. J'ai appelé l'entrepreneur moi-même. Pas par Sterling, pas par l'application. Je suis arrivé à l'immeuble un samedi matin, à 8h du matin, mon café à la main.
Et je suis resté dans le hall, pendant qu'un homme nommé Ray retirait les gonds, et remontait la porte avec de nouvelles fixations. Le hall sentait la limaille de fer, et l'huile de machine. Pendant que Ray travaillait, j'ai parcouru le couloir. 12 boîtes aux lettres. Chacune étiquetée avec un nom de famille, en lettres majuscules. Martinez. Kowalski. Henderson. Everett. 12 familles qui rentrent chez elles chaque soir. Sous un toit que j'ai entretenu. Une chaudière que j'ai réparée. Un parking que j'ai déneigé. J'ai passé mes phalanges le long du mur en marchant. Solide. L'ascenseur a fait les dignes. Les portes se sont ouvertes. Harold est sorti. Il portait sa vieille veste Carhartt. La marron. Celle des années de construction. Élimée au poignet. Il avait un sac de course sous le bras, et s'est arrêté net quand il m'a vu. Nous sommes restés là. À 1,2 m l'un de l'autre. La perceuse de l'entrepreneur, vrombissant derrière moi. La porte, a dit Harold. Je sais. Elle est en train d'être réparée. Il a hoché la tête. A regardé l'entrepreneur. Puis les nouvelles charnières. Puis, il a de nouveau posé les yeux sur moi. Sa mâchoire a bougé, de la même façon que lorsqu'il mâchonne quelque chose qui n'est pas de la nourriture. Bon immeuble, a-t-il dit. Doucement. Presque un murmure. 2 mots. C'est tout. De la part de n'importe qui d'autre, ça ne signifierait rien. De la part d'Harold Everett. De la part de l'homme, qui ne m'avait jamais dit qu'il était fier de moi, qui n'avait jamais reconnu que j'avais construit quelque chose qui méritait de l'être. Bon immeuble, valait une ovation debout. J'ai hoché la tête en retour. Et pour la première fois, ce hochement m'appartenait, ce n'était pas celui de ma mère. Certains matins, j'ouvre mon ordinateur portable et je ne le referme pas. Cela me semble encore nouveau. La lumière de janvier filtrait à travers les rideaux de la chambre. Un bleu blanc pâle, de la couleur du lait écrémé. J'étais assise à la table de ma cuisine, avec mon café. La vapeur s'élevait en lente spirale. Et j'ai ouvert la feuille de calcul. Les chiffres de décembre. Pour les 4 immeubles. Les 24 appartements. Je n'ai pas fermé l'écran. Je n'ai pas réduit la fenêtre, quand Marcus est entré. Il s'est servi une tasse, a embrassé le sommet de ma tête et a dit. Bon mois. Chaque mois est un bon mois, quand personne ne vous crie dessus, ai-je dit. Il a ri. J'ai ri. Les moineaux derrière la fenêtre ont chanté 3 fois. Joyeux. Net. Insistant. Puis, ils se sont tus. J'ai repensé au dessin. La maison au crayon avec la porte rouge, et le grand toit. Rangé dans un tiroir de bureau, à côté d'une lettre manuscrite à propos de la porte d'un hall d'entrée. Une fille de 8 ans qui voulait construire une maison. Une femme de 38 ans qui possédait 4 immeubles. Et la petite fille a dessiné la maison pour son père. Mais la femme, elle, les a construits pour elle-même. Je ne déteste pas Harold. Je l'ai détesté un temps. Cette colère brûlante, qui vous tient éveillé à 3 heures du matin, à réécrire des conversations que vous n'aurez jamais. Mais la colère est un locataire, qui ne paie pas son loyer. Et je l'ai expulsé il y a longtemps. Ce que je ressens maintenant est quelque chose de plus petit. De la pitié, peut-être. Plus doux sur les bords. Harold a passé 64 ans, a tout mesuré avec la mauvaise règle. Et maintenant, la règle est cassée, et il n'en trouve pas de nouvelles. Ce n'est pas à moi de régler son problème. Mais je le vois pour ce qu'il est. La petite fille qui a dessiné une maison à 8 ans, a grandi pour posséder l'immeuble. Mais ce n'est pas la fin. La fin est plus simple que ça. J'ai aimé mon père, de la même façon que l'on aime une maison avec des fondations fissurées. Prudemment. Et en sachant toujours quand il faut passer la porte et sortir. Une semaine plus tard, je suis retourné à l'immeuble. Inspection de routine. Toit, chaudière, extincteur. Le genre d'inspection que je fais chaque trimestre. Presse-papier en main. L'homme d'entretien de Sterling, 2 pas derrière moi. Nous avons commencé par le dernier étage, et sommes redescendus. Nous avons vérifié les lumières des cages d'escalier.
Testez les détecteurs de fumée. Notez une fissure très fine sur le mur du couloir du 3e étage. Cosmétique, pas structurel. Je l'ai noté. Au rez-de-chaussée, je suis passé devant l'appartement 4B. La porte était fermée. De l'intérieur, je pouvais entendre le faible son d'une télévision. Les informations locales. Les prévisions météorologiques. La voix du présentateur, posée et familière. L'odeur du café filtré sous la porte. Le café de Judith. Elle le faisait toujours trop fort. Je n'ai pas frappé. Je n'en avais pas besoin. En bas, la porte du hall s'ouvrait avec un balancement silencieux et fluide. Pas de coincement. Pas de grincement. Aucune résistance. Ray avait fait du bon travail. L'air froid de janvier s'est engouffré. Net et piquant. Un goût de neige qui n'était pas encore tombé, portant l'odeur minérale du béton gelé. Je suis sorti. La lumière du soleil a frappé mon visage. Basse et éblouissante. Le genre de soleil d'hiver, qui ne vous réchauffe pas, mais qui donne l'impression que chaque chose est flambant neuve. Mon immeuble se tenait derrière moi. Solide. Carré. Son ombre s'étirant tout le long du parking. Je ne sais pas si mon père dira un jour qu'il est fier de moi. Mais je sais ceci, je suis fier de moi. Et j'ai construit quelque chose, qui n'a besoin de l'approbation de personne d'autre pour tenir debout. Il n'y a rien de plus bruyant, qu'un homme qui vient de découvrir, qu'il paie un loyer à sa propre fille. Et il n'y a rien de plus silencieux, qu'une femme qui le savait déjà. Merci d'avoir été avec moi aujourd'hui. Si cette histoire vous a rappelé la vôtre, racontez-la moi dans les commentaires. Je lis tout le monde. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Partagez cette vidéo, avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Vous avez une place ici, quand vous le souhaitez. Revenez la prochaine fois. J'aurai du café prêt. Et croyez-moi, la prochaine histoire, elle est encore.